Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Bonjour, ma chère Kim, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Ben oui, t'es rayonnante dans le soleil. Merci. C'est fantastique. Tôt le matin comme ça, dans le bois, il n'y a rien de plus zen. Je pense que c'est le podcast le plus zen que j'ai fait. Oui, c'est ça. Puis c'est mon premier podcast aussitôt. J'adore. Fait que merci. Avec un enfant, il faut ce qu'il faut. C'est ça. Écoute, Kim, c'est pour ceux qui te connaissent pas, t'es quand même, tu sais, t'as fait plein de podcasts, t'as beaucoup d'articles sur toi un peu partout, t'es sur les réseaux, mais peux-tu faire une petite présentation, 1 minute de c'est qui Kim Bruno? En 1 minute, c'est quand même difficile. Oui! Je fais beaucoup de choses. Il n'y a pas grand-chose que je fais pas parce que j'aime diversifier, mais je suis majoritairement en immobilier. Donc, je suis propriétaire d'une agence immobilière. Je suis courtière, mais je me spécialise à travailler beaucoup avec des développeurs, des fonds d'investissement, donc des grosses compagnies, des gros clients. Et j'aime beaucoup faire des flips aussi, donc faire mes propres rénovations, design et tout. On the side, évidemment, j'ai une certaine présence sur les réseaux sociaux. J'ai une fondation qui est pour les animaux. Je suis maman d'une fille adoptive et maman de ma propre fille qui a été un bébé miracle. Donc, je me garde pas mal occupée, je te dirais. Ouais, c'est ça, quand même. c'est un peu ça, des fois, que je me questionnais en faisant bien des recherches sur toi. Comment tu gères tous ces chapeaux-là ensemble? Parce que t'es solo mom aussi, là. Ouais, solo mom. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'organisé. Puis, je déteste procrastiner. Dans le fond, procrastiner me crée de l'anxiété. Donc, je suis quelqu'un que si... j'aime pas me sentir anxieuse. Je suis zéro anxieuse dans la vie en général parce que je suis quelqu'un qui planifie. Donc, comme je fais tout ce que j'ai à faire au moment où il doit être fait, j'ai rarement une grande liste de choses à faire qui s'en viennent, qui me stressent. Donc, ça me permet vraiment de gérer mon temps entre les enfants, les animaux, la famille, le travail, les activités, les loisirs, ma famille et tout. Donc, je pense que c'est vraiment mon sens de l'organisation. Puis, je me dis peut-être dans mon temps, je devais être... comment on dit? TDAH? Ouais, c'est ça. J'avais peut-être besoin de Ritalin, puis écoute, j'ai certainement un surplus d'énergie incroyable parce que souvent, je me dis, ah mon Dieu, mes journées sont longues, je suis fatiguée. Puis après ça, si j'ai une journée de congé, je trouve ça plate. Ouais, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? OK, je vais tout réorganiser les garde-robes aujourd'hui, faire le ménage de ci. Tu sais, on dirait que je suis pas capable d'arrêter, mais ça me drive de faire ça. Puis comme tout ce que je fais est diversifié, ben ça me permet de jamais vraiment me tanner ou d'être dans une routine. Ouais. Donc, je trouve pas ça plate. Tout ce que je fais, j'aime ça. Puis, est-ce que tu es capable des fois de prendre le temps de juste rien faire, en guillemets? Pas vraiment. Ouais. Tu sais, je peux faire une demi-journée, mais je dirais plutôt que de rien faire, je vais faire des choses qui me plaisent. Je vais faire des choses pour moi. Donc, si j'ai vraiment du temps, peut-être que je vais aller au spa me faire un massage. Peut-être que je vais aller plonger. Peut-être que je vais faire une activité. Mais c'est souvent, c'est ça. Moi, j'adore faire des petits projets comme là. Je me dis, la prochaine fois que j'ai du temps libre, je vais aller construire une cabane dans les arbres pour Ella. Ah ouais. Tu sais, c'est les choses qui me passionnent, c'est ça. Tu sais, c'est pas... ça, parce que ça drive, c'est ça que tu dis. Exact. Ces projets-là te donnent la drive. Puis tu sens-tu des fois ce besoin-là de ralentir un peu? Pas vraiment. Je pensais qu'être maman allait vraiment changer mon rythme de vie. Ouais. Surtout maman solo. Bon, c'est sûr que ma deuxième est rendue adulte, donc c'est moins stressant. J'ai 2 chiens aussi. Mais finalement, je me rends compte que malgré tout, j'arrive à prendre du temps pour moi parce que je suis bien entourée. J'ai un beau village avec ma mère, ma cousine, ma grande qui peuvent garder, elle a au besoin. Puis, tu sais, j'ai quand même voyagé quand je suis allée faire mon record aux Bahamas. Je suis allée seule la semaine prochaine. T'avais quoi, 6 mois, je pense, quand t'as fait ça? Exact. Ton record Guinness? Un peu moins d'1 an. Ouais, c'est ça. Hein? Puis, tu sais, tu vois, la semaine prochaine, je vais aller quelques jours en Floride. Donc, tu sais, j'arrive à prendre du temps pour moi puis à me respecter aussi là-dedans dans mes limites. Donc, non, j'ai pas vraiment je me sens pas stressée ou overwhelmed. Ouais, ça. T'as pas besoin de méditer. Non, j'ai jamais. Tu sens pas en fait, besoin. Je sais pas. J'adore ceux qui méditent, mais moi, dès que j'arrête mon cerveau, on dirait que je pense encore plus. Donc, ma forme de méditation, je disais souvent ça avant, c'était d'aller m'entraîner. Parce que quand je m'entraîne, je compte les minutes, le temps, puis là, mon cerveau, il décroche parce que je pense à ma performance. Pas plus de temps de penser, Bon, fait
Dans le fond, moi, c'est ça ma méditation. Oui, bien clairement, ça en fait. Tant que tu es présent dans ce moment-là, c'est un peu ça la méditation aussi. Exact. Puis t'as-tu toujours été comme ça, de compléter tes tâches à 100% puis de pas procrastiner, ou c'est de quoi que tu as développé? Je pense que j'ai toujours été compétitive. J'ai toujours voulu performer. Donc ça, depuis que je suis toute petite, j'avais des médailles en équitation, en patinage, au volleyball, dans tout ce que... Écoute, je pense à 5 ans, je faisais du ski nautique. Tu sais, j'ai toujours voulu pousser mes limites, mais j'ai pas eu une enfance facile aussi. Et c'était très, très, très strict chez moi, un père alcoolique sur le bien-être social qui était très méchant, qui a été psychologiquement très, très dommageable. Quand il est parti, je me suis rebellée. Donc, j'ai fait 3 écoles secondaires. À 14 ans, je me suis fait faire des tattoos, des piercings. J'avais les cheveux rouges. Je me sauvais de la maison. Je me suis rebellée longtemps. J'ai commencé à consommer très jeune, drogue, alcool. J'ai travaillé dans les bars à partir de 16-17 ans. Donc, tu sais, je m'en allais pas sur la bonne voie. Mais je pense que à travers tout ça, je me disais toujours... Je savais que je dérapais, je savais que je m'en allais pas dans la bonne voie, mais je me disais toujours, pourtant, je comprends pas, t'es intelligente, t'es jolie, t'es gentille, tu sais, t'as un bon fond. Pourquoi tu prends tout le temps des mauvaises décisions? Pourquoi tu t'entoures des mauvaises personnes? Puis je pense qu'à cet âge-là, tu penses que quelqu'un va venir te sauver. Tu sais, tu penses toujours que quelque chose ou quelqu'un... mais la vie est pas faite comme ça. Puis je pense que c'est le jour où j'ai compris que personne viendrait me sauver, que ça serait juste moi, qu'il fallait qu'il s'en sorte. C'est là que j'ai commencé à prendre des décisions puis à faire « OK, c'est pas ça que je veux ». Tu sais, puis j'ai commencé à investir très jeune en immobilier. J'habitais dans le sous-sol chez ma mère. J'ai acheté mes premières propriétés locatives. Puis je me suis pris en main en me disant « Il y a personne d'autre qui va le faire pour moi. » Fait que go. Puis j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans la vingtaine, 6 jours semaine. Puis j'étais tellement reconnaissante de mon travail que la 7e, je rentrais pour torcher les planchers. Puis tu sais... j'ai quand même fait beaucoup le party dans la vingtaine, mais tu sais, je focusais sur ma carrière. Ouais, c'est ça, ça empêchait pas pareil ta carrière. Fait que tu sais, maintenant, je suis comme, OK, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné aux autres. Maintenant, je travaille un peu moins ou plus intelligemment. Je sais pas où j'avais vu ça à quelque part, c'était work smarter, not harder. Ouais. Là, je suis rendue à une étape dans ma vie où c'est ce que je fais. Donc, je fais plus des projets qui me passionnent, moi, que je tripe, qui me permettent d'avoir l'horaire que je veux pour être la maman que je veux aussi, parce que il y a ça qui vient changer la donne, évidemment. Ben oui. Mais oui, j'ai toujours été un hustler. Ouais, parce que je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est quand t'as rien, puis c'est ça que je pense avec Ella. Je suis comme, elle manquera de rien, mais ça va être important pour moi de très jeune l'amener dans mes projets de charité, puis qu'elle comprenne que peut-être que tu passeras pas à travers ce que moi j'ai passé, mais c'est pas pour ça que je vais tout te donner tout cuit dans la bouche, puis il faut que tu comprennes la réalité des autres aussi, puis c'est important de redonner. Puis je pense que ça a été comme une des plus belles leçons de ma vie aussi, c'est quand moi j'avais besoin qu'on me tende la main, personne le fait. Alors maintenant, c'est important pour moi de tendre la main. Puis qu'elle apprenne après ça. Exactement. Cet apprentissage-là. Exact. Puis tu disais que tu as eu un déclic dans la vingtaine, tu sais, que tu n'étais pas sur la bonne voie, guillemets. Y a-tu quelque chose qui a fait que tu as eu ce déclic-là? Ouais, ça a été un chum que j'ai eu qui n'était pas nécessairement un méchant garçon ou un bon chum. Tu sais, c'était pas la personne pour moi, mais à un moment donné, je pense que son père m'avait dit... Parce que je mettais encore beaucoup d'énergie à la relation avec mon père dans ce temps-là. OK. Puis il m'avait dit, écoute, pas parce que ton père, c'est ton lien de sang, que tu es obligé de l'avoir dans ta vie. Ta famille, tu peux te la refaire. T'sais. Puis eux, c'était le premier exemple dans ma vie, dans mon entourage, que j'avais d'une famille unie. Okay. Il y avait aussi leurs histoires, mais je veux dire, tu sais, d'une famille qui se voit souvent, qui sont ensemble, qui n'a pas d'alcoolisme, de chicane, de colère, de peur. On vivait beaucoup dans la peur, nous, là. À 7 ans, je me mutilais, là. Ouais, c'est les profs à l'école qui appelaient la DPJ, là. Exact. Fait que quand j'ai compris ça, j'ai mis ça en pratique. J'ai vu un psychologue aussi. J'ai dit, OK, je veux me reprendre en main. Puis ce copain-là, à ce moment-là, il m'a dit, tu peux pas rester barmaid toute ta vie. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Puis c'est un peu lui qui m'a introduit à l'immobilier. Son frère était là-dedans. Alors, je suis allée étudier en design intérieur, puis par la suite en immobilier. Donc, cette personne-là a eu cet effet positif-là dans ma vie. Puis même quand on s'est laissé, je suis partie avec rien alors que je payais le loyer, la bouffe, des rénaux, des ci, des ça.
Puis c'est là que ça m'a fait le déclic. Je veux plus que ça m'arrive non plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que je suis retournée chez ma mère quand on s'est séparés, puis j'ai pris tout mon argent, puis je suis allée acheter une propriété, puis j'ai dit, je serais pas capable de la payer, puis c'est trop loin, mais je vais la louer, tu sais. Puis ma mère, elle me disait, OK. Puis après ça, je l'ai acheté une deuxième, puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire si ça se loue pas? Mais je ferai faillite. Mais j'étais comme, c'est un risque que je veux prendre. Puis dans ma famille, personne faisait d'immobilier. Fait que j'ai pris le risque, puis je pense que toute ma carrière et la suite de ma vie s'est basée sur prendre des risques. Des risques qui sont quand même, somme toute, un peu calculés. Mais je pense que j'avais pas envie de faire du 9 à 5. Puis pour moi, dans ma tête, si tu prends des risques, high risk, high rewards. Oui, clairement, c'est ça. Donc, puis c'est ça, quand t'as acheté ces 2 premières propriétés-là, t'avais-tu planifié ça ou c'était un peu improvisé? C'était pas du tout. Oui, c'est ça. Il y a eu une opportunité qui s'est présentée dans un coin que je connaissais même pas. Puis tu vois, au début, je savais pas quoi faire avec des locataires. C'était difficile. Vraiment, j'ai eu des locataires de merde. Et ça m'a coûté cher. Puis je pleurais beaucoup. Puis je faisais des rénos. Puis je comprenais pas. Puis finalement, à un moment donné, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, j'ai pu acheter un bâtiment sur Sainte-Catherine de 3 étages commercial résidentiel que je flippe grâce à ces maisons-là que j'ai refinancées pour pouvoir acheter l'autre propriété avec mon partenaire. Donc, finalement, c'est des investissements qui ont payé 12 ans plus tard. Tu sais, souvent, les gens pensent, on va investir en immobilier puis on va être riche l'année prochaine. Non, si tu fais un flip, l'impôt vient chercher la moitié de ton gain. Puis, ça crée une richesse à long terme, mais c'est pas court terme. Si t'es capable de les garder, de les louer, de les refinancer puis de continuer à agrandir ton parc immobilier, c'est évidemment... selon moi, la meilleure solution. Puis, tu sais, je me dis maintenant, c'est difficile pour les jeunes, l'accès à la propriété. Ma grande fille, je lui fais des virements automatiques. Je lui fais investir elle-même des virements automatiques dans un CELIAP à tous les mois pour lui dire à 25 ans, tu vas être capable d'acheter ta première maison. Elle a, j'investis dans son REE. Je lui achète pas de cadeau de fête. Grand-maman et moi, on met le maximum d'argent dans son REE à chaque anniversaire. Donc, tu sais, j'essaye de penser à ça dans le futur pour mes enfants aussi, puis de me dire, ça va leur faire un héritage aussi à avoir puis à connaître. Puis, tu sais, nous, on n'est pas partis avec ça, là. Fait que, ça fait... Puis ce qui est beau de ça, c'est d'être capable d'aider puis de rendre autonome, comme tu parlais tantôt, quand tu es capable de faire les deux, parce qu'il y a tout le temps un danger de dire « j'aide trop ». Puis là, c'est trop, ça devient trop facile, entre guillemets. Tu sais, moi, j'ai été choyé dans la vie. Mes parents, j'ai eu 2 super bons parents. On avait quand même, de l'argent. Puis ils ont réussi à m'amener les 3 fils autonomes dans le sens qu'on est capable par nous-mêmes de faire nos affaires. Mon premier scooter, mon père aurait pu le payer, tu sais. Mais c'est comment je peux t'aider à que toi, tu payes ton scooter. Fait que quand tu fais ça, je trouve ça fantastique. Exactement. Tu sais, puis c'est ça que je dis à Marie, ma plus vieille, tu sais, je dis, tout ce que tu as besoin, tes besoins essentiels sont couverts. Tu sais, ton école, ta voiture, ton cellulaire, ces choses-là, ta nourriture, tu sais, peu importe. Mais, je te donne un exemple, elle avait 4 sessions à l'école. Elle est à l'école privée, donc c'est quand même dispendieux. Mais elle a coulé une session. J'ai dit, ma belle, ta leçon, c'est que tu vas payer. Je vais pas repayer pour que tu reprennes ta session. Donc, c'est à toi de le repayer. Tu sais, puis ça me fait plaisir de te donner ce qu'il faut. Mais il faut que tu travailles aussi. Fait que, tu sais, il y a comme c'est dur comme mère, comme parent de faire ça. Même si c'est la bonne chose, entre guillemets, selon moi aussi. Là. Et puis, tu sais, je lui dis des fois, là, elle me dit, mettons, je vais aller à Waishiaga et tout. Cool, tu travailles? Vas-y. Have fun. Paye-le ton billet, tu sais. Je veux qu'elle comprenne que, tu sais, s'il m'arrive quelque chose, puis de toute façon, même si je vous lègue de l'immobilier, là, le but, c'est pas de les vendre, de les liquider. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, si tu fais ça, même si c'est 1 million, 2 millions, peu importe l'argent, la somme, si tu ne connais pas cette valeur-là, ça vaut rien. Exactement. Tu vas la dépenser en 1 an. Exactement. Donc, je pense que c'est super important de montrer ça à nos jeunes, puis tu sais, c'est drôle, on voit des fois des memes sur Instagram qui disent « je suis vraiment contente d'avoir appris à faire des parallélogrammes. J'aurais aimé mieux qu'on me montre à faire des taxes, tu sais. » Clairement. C'est pas fou, là, tu sais. C'est pas fou. Oh, le système peut être ajusté. Un petit peu, tu sais. C'est important, les finances. Puis c'est tellement dur maintenant, justement, l'accession à la propriété puis ces choses-là. Le prix des maisons, depuis la COVID, a monté incroyablement, mais les salaires n'ont pas monté en parallèle, tu sais. Fait que je trouve que ça va être difficile l'avenir pour nos jeunes. Fait que c'est important de les épauler. En tout cas. Ouais.
Puis de pas trop donner, comme je te dis, tu sais, Marie, elle fait beaucoup de bénévolat dans la fondation, un peu moins maintenant parce qu'elle est à l'école et elle travaille, mais tu sais, c'est des choses qui sont importantes de montrer aux jeunes aussi, là, de l'importance de s'impliquer. Ouais, puis ce qui est beau de toi, c'est que tu le fais. Tu sais, il y en a des fois qui le disent, mais toi, tu le fais. Ouais. Ça, c'est pas mal plus fort. T'sais. Mais j'aime ça. Honnêtement, j'aime ça. Tu sais, puis c'est jamais fait... c'est jamais fait pour l'image. Quand j'en parle sur les réseaux, souvent, c'est parce qu'il faut vendre des billets ou il faut faire quelque chose, mais c'est pas juste non plus de faire des événements, des levées de fonds. Je pense au quotidien, c'est important de le faire, des petits actes. Tu sais, je te donne un exemple super niaiseux. En ce moment, je suis en train de rénover une de mes propriétés. Mon locataire est là depuis 6 ans. Il est vraiment gentil. Puis, bon, je dis, regarde, je vais te faire des petites rénovations. Puis, tu sais, je prends soin de mes locataires parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis, à un moment donné, son fils, qui est autiste, me dit, je lui dis, puis, tu sais, comment t'aimes les rénovations? Puis, il me dit, j'aurais aimé ça avoir comme une plus belle chambre. Mais, tu sais, dans ma tête, je me dis, mais c'est pas à, tu sais, changer une cuisine ou une salle de bain ou des planchers, oui, mais décorer ta chambre. Le propriétaire, il n'y a pas rapport là-dedans. Mais finalement, j'ai dit à son père, regarde, envoie-les chez sa mère quelques jours, puis on y a overall sa chambre au complet, on y a fait une chambre de pêcheur, tu sais. Puis je pense que chaque opportunité ou chaque porte ouverte que je vois pour aider quelqu'un ou pas nécessairement aider quelqu'un qui est incroyablement dans le besoin, mais faire un beau geste pour quelqu'un. Ma coiffeuse qui voulait refaire son salon, je le sais qu'elle travaille fort, la fille. Elle est maman de 2 enfants. Je vais te le faire tout ton design gratuit, puis je vais aller chercher les matériaux chez mes suppliers, puis te sauver de l'argent. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui aime... J'ai tellement de plaisir à donner. J'ai pas tant de plaisir à recevoir. Oui, ça, c'était ma prochaine question, si t'es capable de recevoir. Non, puis j'ai bien de la misère à demander de l'aide aussi. Ouais. Mais j'aime ça. C'est quelque chose qui me rend heureuse. Puis quand j'ai commencé à avoir du succès dans ma carrière, au début... tu sais, de ce que je me nourrissais moi-même sur les réseaux sociaux puis dans mon entourage où je sortais, je voulais donc avoir une sacoche Chanel puis avoir des belles choses, des choses fancy, puis finalement j'ai eu tout ça puis je me suis dit non seulement je suis pas plus heureuse, mais ça n'attire pas le genre d'attention que je veux ou le genre d'admiration que je veux. Tu sais, les gens qui gravitent autour de ça sont pas nécessairement ceux que je veux dans ma vie. À ce moment-là, je sortais encore, je buvais encore, puis c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter de consommer de l'alcool. Ça fait presque 7 ans, ça fait 6 ans et demi. Puis, à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de temps libre maintenant que je sors pas le soir. Tu sais, j'ai changé les soupers pour des lunchs, pour des brunchs, pour des activités extérieures. J'ai changé mon cercle d'amis pour des gens qui, selon moi, sont beaucoup plus grounded, beaucoup plus healthy. Je trouvais que de sortir tard le soir, tu sais, après-midi, il se passe rien de bon, puis t'es fatigué le lendemain. Fait que ça l'affecte ton travail, ça l'affecte tout. Évidemment, quand tu bois, ça affecte ton jugement. Pas que j'étais une personne méchante ou dramatique ou qui pleurait, mais ça affecte quand même ton jugement. C'est à ce moment-là, dans le fond, que j'ai commencé à faire beaucoup plus de mon temps libre, de le passer à redonner aux gens, que ce soit pour ma fondation ou d'autres comme le Children's ou le 2159 Action Nouvelle Vie. Dès qu'on me demande pour une cause, je suis toujours partante. Tu sais, je trouve que c'est vraiment important. Puis c'est ça, genre, mon héritage, mon legacy. Tu sais, t'as beau avoir des sous ou du succès dans la vie, à la fin de la journée, les gens vont se rappeler comment tu les as fait sentir. Ouais, exact. Fait que ça, c'est important pour moi. Ouais, puis c'est ça, c'est le fun de faire de l'argent. Mais un moment donné, nous, on est de même aussi avec la famille. Là, c'est faire de l'argent juste pour faire de l'argent, à un moment donné... Il y a quoi après ça? C'est ça, ça sert à rien. Il y a quoi après ça? Tu sais, puis c'était ça aussi dans mon parcours pour avoir Ella, ma plus jeune. C'était comme, OK, cool, je vis une super belle vie, je voyage, je fais tout ce que je veux, quand je veux. Mais il y a quoi après? Tu sais, il y a quoi après? Puis il y a quoi quand j'ai 50 ans? Je veux dire, c'est cool, là, mais j'ai beaucoup plus envie de montrer ça à quelqu'un d'autre, le partager ma connaissance puis mon savoir avec un petit être. Puis tu sais, si j'avais pas eu Ella, j'aurais adopté. Tu sais, mais c'était important pour moi d'avoir quelque chose d'autre que ça. Je me vois pas continuer un style de vie toute seule, à voyager puis à rien faire puis à juste travailler comme une débile pour le restant de ma vie. Tu sais, là, je revis tellement des beaux moments à travers les yeux d'Ella Rose qui s'émerveillent sur chaque... Tu sais, tes papas aussi, tu sais, de voir leur façon de penser puis leur façon d'analyser les choses, c'est tellement... Je trouve que ça nous aide aussi à se regrounder au moment. Là, tu sais, un enfant, c'est tellement, ça fait une crise là, puis dans une seconde après, c'est extrêmement heureux. Oui, exact. Non, c'est une belle aventure, en tout cas. Je suis contente, vraiment. Puis ça, tu sais, t'en as déjà quand même parlé. Elle a
c'était appris, je pense, 2 ans et demi avant que tu étais parti, je pense, en Floride pour être capable de... parce qu'ici au Québec, ça n'a jamais marché, fonctionné. T'es allé en Floride, ça a pris 2 ans, puis là, t'as réussi finalement à être enceinte. Ça a été un long périple. En fait, ça a été 5 ans au total. 5 ans, okay. Du jour où j'ai appris que... en fait, je sortais d'une longue relation, puis je suis allée chez le médecin pour peut-être, je me suis dit, congeler mes ovules. Tu sais, j'arrivais à 32, on m'avait dit le best, c'est entre 32 et 34. Puis quand je suis allée pour congeler mes ovules en me disant, je vais pouvoir focuser sur ma carrière, puis attendre la bonne personne, avoir un enfant plus tard, ils m'ont dit, il te reste peut-être 2 ans à avoir un enfant naturellement. Ah. Donc, à partir de 34-35, tu vas tomber automatiquement en FIV, en fertilisation in vitro. Et là, j'ai commencé à congeler mes œufs, mais ils m'ont dit, même si on congèle tes ovules, ça va te prendre 3 à 4 fois avant d'avoir même le nombre minimum pour avoir un enfant. Donc, j'ai commencé ce processus-là 3 fois au Québec pour avoir une vingtaine d'ovules. Puis, finalement, vers 35 ans, j'ai dit, écoute, là, j'ai pas trouvé la bonne personne. Je sais que ça va être compliqué pour moi, donc j'aime mieux commencer tout de suite, quitte à ce que la bonne personne vienne plus tard. Puis là, on s'est rendu compte à ce moment-là que j'avais d'autres problèmes aussi. Puis, en décongelant mes ovules, ils sont tous décédés. Tous ceux que j'avais fait à 32, 33, donc 1 an et demi que j'ai perdu là, non seulement en temps, mais en argent, mais aussi en fertilité, ça se passe vraiment vite entre 30 et 40, le déclin. Donc, tu sais, là, je perdais en plus 3 ans d'âge sur mes ovules. Exact. Donc, à 35 ans, j'ai décidé de partir au Mexique, en fait. Donc, j'ai fait 5 mois de traitement intensif là-bas. Je pensais que c'était en Floride. Après ça, je suis tombée quand même assez malade là-bas. J'ai fait une hyperstimulation et tout. Puis ensuite, je suis revenue au Québec. Après ça, je suis repartie en Floride un autre 7 mois. Mais, tu sais, à travers ça, les gens me disaient, tu sais, j'ai fait 8 extractions des fausses couches, 66 embryons non viables ou génétiquement anormaux. J'ai jamais, comment dire ça, je l'ai vécu comme une belle expérience. Puis à chaque endroit où j'étais, je me disais, quand est-ce que dans ta vie, tu vas pouvoir être au Mexique pendant 5 mois? Si c'était pas de la COVID, j'aurais pas pu faire ça. Ah, OK, c'était en même temps. C'était en même temps que la COVID. J'aurais pas pu partir parce que j'aurais travaillé tout le temps. Fait que j'étais comme, toute la vie s'enligne, puis prends chacun de ces morceaux de puzzle-là, puis trouve pourquoi. Mais je me disais, disons, au Mexique, t'as 98% de chances que ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu veux que ton 5 mois au Mexique soit triste et douloureux? Non. Fait qu'à chaque fois que j'étais pas à la clinique, je prenais la voiture, je mettais un doigt sur la map, puis là, je disais, maman, on s'en va visiter tel endroit, on s'en va dans un temple aztèque, on s'en va faire des rituels témascales, on s'en va à telle place. T'as viré ça à une expérience. Exact. Puis au Mexique, j'ai commencé à faire de la plongée sous-marine, de l'apnée. J'ai rencontré des gens, j'ai vécu des affaires incroyables. Donc, quand je suis... Puis j'ai adopté à la fin, j'ai pas eu d'enfant là-bas. Ben j'ai dit, je repars pas les mains vides, j'ai adopté un chien là-bas. Fait que je suis revenue, puis j'ai dit, ça sera ça mon bébé du Mexique, tu sais. Puis là, je suis revenue ici, je me suis reposée un peu, je suis repartie en Floride, puis quand j'étais là-bas, je sentais pas trop la vibe du monde à Miami. C'était un peu intense et party et superficiel pour moi. Fait que je me suis trouvé des gens random sur Internet qui faisaient de la plongée, puis j'allais sur des bateaux toute seule, puis je rencontrais des gens, puis là, les autres, ils me disaient, on s'en va à Key West faire du spearfishing, tu veux-tu essayer? OK. On s'en va au Bahamas faire des photos, tu veux-tu essayer? OK. Puis, tu sais, c'est comme ça que j'ai découvert plein de choses. Fait que, tu sais, j'étais jamais... Oui, je souffrais beaucoup. Puis oui, c'était douloureux émotionnellement, mais j'entraîne mon cerveau à rester positif dans toutes les situations. Donc, même... Et ça, c'est quelque chose que j'applique dans ma vie. Je suis très heureuse. Souvent, les gens sont comme, peut-être si j'avais plus d'argent, peut-être si j'avais plus ci, peut-être si j'avais plus ça. Moi, je suis toujours heureuse parce que j'ai eu rien, puis j'ai eu tout. Ouais. Puis je me suis rendu compte assez rapidement que personne ne va te sauver, puis t'es le seul maître de ton bonheur. C'est pas un chum, une blonde, c'est pas un enfant ou pas avoir d'enfant qui va faire ton bonheur. C'est toi, puis comment tu choisis de voir les choses. Fait que, tu sais, à chaque fois que quelque chose va mal, donc, disons, côté fertilité, je vois ma vie comme des batteries. J'ai une batterie amitié, famille, amour, travail, loisirs, Fait que si une batterie descend, ben, je vais pas focusser là-dessus. Je fais comme, check, toutes ces batteries-là vont bien. Celle-là va se recharger d'une manière ou d'une autre, tu sais. Puis elle va descendre, puis elle va remonter. Mais comme généralement parlant, on dit en anglais « count your blessings ». Comme, tu sais, si ma santé va bien, puis ma famille va bien, puis ceux que j'aime sont en santé, ils vont bien. Il y a de la nourriture sur la table, on a une place pour dormir, on est bien, mes chiens vont bien. Tu sais, comme, ça va, là. La vie est quand même très belle, tu sais. Puis j'appelle ça un peu une détermination, là, tu sais,
ton enfant, tes premières maisons, là, tes immeubles, ton record Guinness, tout ça, là, cette détermination-là, elle vient de où en dedans de toi? Ben, comme je te dis, je pense que j'ai toujours eu ça. Quand j'étais en processus de devenir maman, je lisais beaucoup sur les types de parenting. Comment agir avec je pense qu'il y a 4 types de parents. Et chaque type de parent avait des pour et des contre. Puis, tu pouvais un peu choisir ou déterminer où toi tu serais. Moi, j'ai eu un type de parent qui était appelé autoritaire. Autoritaire, j'étais jamais assez bonne. Il me traitait de conne, de salope, de ci, de ça. S'il y avait un bas qui traînait dans ma chambre, il prenait le tiroir, il le vidait au complet à terre, il le pitchait, puis il faut que tout je refasse. Il fallait que mon lit soit fait comme à l'armée. Si je jouais avec un jouet de mon frère, ben il jetait tous mes jouets aux poubelles. Tu sais, on n'avait pas le droit de parler quand on mangeait, on n'avait pas le droit de parler dans la voiture. Tu sais, c'était tellement autoritaire que ça fait des enfants qui font beaucoup d'anxiété. De là où je pense que je me mutilais. Puis, des enfants qui ont de l'anxiété aussi de performance parce qu'ils veulent plaire aux parents autoritaires. Tu sais, ils sont tellement... fait que, tu sais, j'étais toujours dans le vouloir de... Je faisais des pièces de théâtre. Disons, je prenais des petits cours de théâtre. Ben, la professeure, elle donnait la brique de texte. Puis moi, je voulais toujours le rôle principal. Fait que je m'arrangeais en une semaine. Tu sais, la semaine d'après, on revenait puis tout le monde faisait un test de rôle. Moi, j'avais déjà pris tout le rôle du premier rôle. Que ce soit un gars, une fille, un animal, peu importe. Moi, je voulais être le premier rôle. J'étais comme très, très compétitive parce que je voulais impressionner mon parent autoritaire pour me faire aimer parce que lui exigeait la perfection et la performance. Donc, j'étais très axée là-dessus. Le ménage était très important. Fait que quand mon parent autoritaire a quitté, c'est là que je me suis rebellée, que j'ai commencé à faire de la drogue, de l'alcool. Et là, j'étais le bordel, là. Le bordel. Ça a été très difficile pour ma mère. Mais en grandissant, en devenant adulte plus responsable, je vois qu'il y a beaucoup des traits que j'ai eu plus jeune à cause de ce parent autoritaire-là qui sont revenus. Donc, tu sais, maintenant, je suis très axée sur la propreté chez nous. On dirait que si c'est pas propre, tu te sens mal, en guillemets. Je suis pas bien, tu sais, ça me cause de l'anxiété. Fait que, tu sais, j'aime ça quand c'est propre. Puis, tu sais, si je reviens de voyage, je défais ma valise le soir même. Si je fais quand elle va se coucher, tu sais, il y a pas rien qui traîne, il y a pas de vaisselle, les jouets sont rangés. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je le sais pas, mais ça fonctionne. Ouais, c'est comme ça. Ça fonctionne, puis ça me crée pas d'anxiété parce que c'est fait. C'est ça, ben c'est tout le temps ça l'important, en guillemets. Là. Tu sais, si, peu importe ce que tu fais, tant que t'es bien dans ce que tu fais, puis que les autres aussi, on s'entend, sont bien. Exact. Mais après ça, si toi, ça te convient que tu veux faire ton ménage, tu veux que ce soit propre, tu le fais tout le temps, tant mieux. T'sais. Puis, tu sais, comme je travaille 6-7 jours semaine. Quand elle était plus jeune, c'était plus facile parce que, bon, je l'amenais partout. Je l'amenais sur mes chantiers de construction. Je l'amenais dans mes visites en immobilier et tout. Maintenant, c'est un peu plus difficile parce que ça bouge un peu plus. Mais tu sais, je suis très structurée, je pense, dans tous les domaines. Puis j'arrive à intégrer ma fille là-dedans et d'être la maman que je veux être. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui néglige un pour l'autre. Tu sais, je pense que j'arrive à bien doser un peu de tout, mais en intégrant ma fille, ça m'aide à réussir à tout faire ça. Mais ça fait un bébé qui est super indépendant aussi. Puis, même si j'ai eu un parent autoritaire, je pense pas qu'il y a juste du négatif de ça. Tu sais, j'ai eu une mère qui était très douce, très attentionnée, qui est ma meilleure amie aujourd'hui, qui est très présente dans ma vie, tout le monde le sait, elle est partout avec moi. Je pense que j'ai pris un peu des deux pour être mon type de parent. Je pense que la discipline, c'est quand même important. Puis je regarde, elle là, à 15 mois, elle est développée comme un bébé de 2 ans à peu près, là, tu sais. Fait que il n'y a pas juste du négatif dans un parent autoritaire. Je pense que c'est juste de trouver une bonne balance. Entre les deux. Entre les deux, ouais. Puis, solo mom, est-ce que tu sais, j'imagine, c'est super dur, mais tu vois-tu les avantages de ça aussi? Oui. C'est certain que c'est difficile. Puis, c'est certain que dans un monde idéal, tu sais, je pense que si tu m'avais demandé à 20 ans, je t'aurais dit, moi, à 25 ans, je vais être mariée, je vais avoir 2 enfants, je vais avoir une job 9 à 5, la vie va être belle, tu sais. Ça s'est pas passé comme ça, puis c'est très correct. Les avantages d'être solo mom, ben, c'est qu'il n'y a pas de chicane. Il n'y a jamais de chicane. Parce que t'as pas d'attente de ton conjoint ou ta conjointe. J'ai pas d'attente d'une autre personne. Puis je pense que souvent, les attentes et le manque de communication dans un couple peut être grandement affecté par des enfants parce que
peut-être que ton love language va changer. Peut-être que toi, ton love language, en tant que femme, avant, c'était recevoir des cadeaux ou de l'attention. Peut-être que maintenant, en tant que maman, c'est des actes de service que tu veux. Mais il faut que ce soit communiqué. Puis les attentes et les responsabilités de l'un et l'autre doivent être bien communiquées pour pas avoir de frustration et pour avoir une relation à deux aussi. Donc, moi, j'ai pas ces contraintes-là. Il y a juste moi qui peux tout faire, tu sais. Puis je me dis, ben si jamais j'ai besoin d'une gardienne, ben j'ai pas besoin de m'ostiner avec la gardienne sur qu'est-ce que l'enfant va manger puis comment il va le faire. Elle va le faire comme je le dis parce que je la paye, tu sais. Donc, je pense qu'il y a ça qui rend la chose plus facile. L'enfant ne voit pas de situation de conflit, de chicane. Mais c'est sûr que, tu sais, j'aimerais lui donner l'exemple d'une belle relation saine, tu sais. Mais je me dis, pour l'instant, elle va le voir à travers les yeux de notre entourage, tu sais. Elle a quand même beaucoup d'hommes dans sa vie, que ce soit par mes amis, ma famille, mes oncles. Elle est quand même bien entourée. Puis au moins, ben les hommes qui sont dans la vie d'Ella sont des hommes que j'ai choisis. Donc, c'est des gens que je suis fière qui soient dans l'entourage de ma fille. Oui, parce que c'est des gens qui ont des bonnes valeurs, qui représentent ce que moi j'aime représenter de toute façon. Donc, des fois, je me dis, est-ce qu'avoir 2 parents gays, c'est une mauvaise chose? 2 mamans, 2 papas, tu sais, non. Est-ce que d'avoir un parent versus un bon puis un mauvais parent, tu sais, comme j'aurais préféré pas avoir mon père dans ma vie puis être juste avec ma mère, tu sais. Donc, mais comme tu dis, c'est ça qui... Ton père t'a amené quelque chose pareil qu'aujourd'hui, Kim à cause de lui aussi. Exactement. C'est touché. Puis après ça, ben ça arrive qu'un parent meurt dans un accident ou qu'un parent est pas fin ou qu'il prenne de la drogue ou whatever ou qu'il s'en aille parce qu'il veut rien savoir de l'enfant, tu sais. Fait que je pense pas qu'il y a de situation parfaite pour avoir des enfants. Je pense que l'important, c'est que l'enfant ait du support puis de l'amour. Point final, tu sais. Puis je pense que si tu as un parent qui est mentalement bien, ben c'est déjà beaucoup. Parce que tu peux avoir des couples, mais qui se chicanent puis qui sont pas mentalement bien puis qui sacent devant les enfants puis que, tu sais, qui crient puis qui chicanent, tu sais. Je me dis, au moins, elle a un environnement qui est parfait, qui est vraiment adapté pour sa croissance à elle. Fait que, tu sais, j'ai pas de regret d'être maman solo, aucun. Parce que c'est ça, ce que tu as dit, j'adore ça, donner de l'amour. Je pense que c'est juste ça. Peu importe qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'es, ça change rien tant que t'aimes l'enfant. Tous les enfants du monde vont avoir pas des traumatismes, des blessures. Oui. C'est sûr. Puis ils vont te blâmer. Oui, c'est sûr. Tu peux essayer d'être le meilleur parent sur la terre, tu vas te faire blâmer pareil. C'est sûr. Fait que l'important, c'est qu'on les aime, puis après ça, ils ont leur expérience à vivre là-dedans. Exact. Est-ce que tu vois une différence entre la discipline et la détermination? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, la discipline, c'est, mettons, chez un homme là, ou chez quelqu'un en général, c'est une des qualités que je trouve les plus belles. L'intelligence émotionnelle, la discipline. Parce que la discipline, pour moi, ça englobe plein de choses. La discipline, c'est un respect de soi. Souvent, ça inclut aussi un respect de l'autre. C'est pas juste être discipliné, c'est avoir un but et s'y rendre. C'est faire ce qu'il faut pour se rendre à ce but-là, garder le focus. Il y a plein de belles choses qui viennent avec la discipline. Si on parle d'une discipline par rapport avec les enfants, je pense aussi que c'est important. Je suis un parent qui fait la discipline à la maison, mais d'une façon intelligente et douce. Qui est explicative, qui inclut la communication. Je pense que c'est important pour un enfant d'avoir un encadrement et de comprendre le non aussi, parce que dans la vraie vie, quand tu vas aller à l'école, quand tu vas être confronté à d'autres enfants, d'autres parents, d'autres situations, il faut qu'il soit capable de réguler ses émotions. Ben, peut-être pas à 15 mois, on s'entend, là, mais je veux dire, dans le temps, évidemment. Là. Donc, je pense que c'est important. Tu sais, je prends juste même l'exemple de mes chiens. Les gens me disent, c'est fou, tes chiens, ils te suivent pas de laisse. Partout, au pied. Oui, mais je les ai jamais dressés. Puis, tu sais, mes chiens, je leur force pas à donner la patte puis s'asseoir puis à faire des prouesses. Mais c'est important que si mon chien, je lui dis non, il comprend que c'est non. Mais j'y vais d'une façon avec tellement d'amour puis de les traiter tellement bien que mes chiens veulent toujours être avec moi. Ils veulent toujours me suivre, tu sais. Puis ça a été ça avec tous mes chiens. Les gens sont comme, c'est fou. Tes chiens, ils sont parfaits, genre. Tu sais, ils sont avec plein d'enfants, ils sont whatever, mais les animaux, les enfants, les êtres humains, je pense que si c'est approché de la bonne façon, puis dit d'une façon intelligente, puis que ça fait du sens, puis que tu les traites avec amour, tu sais, et non dans la peur. Je pense que c'était ça, tu sais, nous, mon parent qui me disciplinait, on était dans la peur.
on avait peur de se faire blesser, on se faisait crier des noms, on se faisait crier après, on haussait la voix. Donc, si ta discipline vient de la peur, il va inévitablement avoir un trouble de l'opposition à un moment donné. Puis maintenant, ma plus vieille, quand elle m'amène des choses où d'emblée, j'ai envie de dire non, c'est pas une bonne idée, je me retiens un peu, puis je me dis, ben, t'es rendu à 21 ans, fait que, tu vas le faire que je te dise oui ou non de toute façon. Fait qu'à la place, je suis comme, d'accord. Pourquoi tu veux faire ça? De où ça vient? Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Pourquoi tu veux faire ça? Puis, regardons ensemble les plus et les moins. Après, si tu veux le faire, ben, faisons-le dans un environnement qui est sécuritaire, avec des professionnels ou avec ci ou avec ça, peu importe la situation. Puis, je vais être là pour t'encadrer. Sache que j'aimerais mieux que tu ne veuilles pas faire ça, mais je comprends que tu veux l'essayer, mais si tu l'essayes, fais-le d'une façon XXXX. Donc, puis, dans discipline, là, tu as parlé de la discipline avec la peur. Ouais. Je sais pas comment le dire, mais mettons, on va prendre avec un enfant ou peu importe, tu peux même un employé, un ami, peu importe, là. J'ai l'impression des fois que j'ai pas l'impression, je suis convaincu que ça serait mieux faire une discipline, justement, pas dans la peur, qui est réfléchie. Mais personnellement, des fois, je trouve ça dur, surtout avec un enfant, des fois, qui réagit rapidement. Là, tu montes le ton, puis c'est pas voulu dans le sens, c'est juste c'est l'émotion qui sort, puis là, tu dis non, puis tu peux t'excuser, puis tout ça après. Mais quand même, quand tu montes le ton, ça réagit. Oui. Fait que c'est touché, ça. Un petit... Hey, bien placé, là, avec des yeux comme ça. Mais ça, je le fais aussi au bureau. Avant, j'avais plusieurs assistantes et on en riait toujours parce que le matin, je suis du genre à aller faire le café aux filles, à les inviter à faire du team building. Je suis très dans l'ouverture. Moi, je suis comme les filles, c'est super simple quand vous travaillez avec moi. Ça va être easy going, il y a de la communication. Si vous pouvez pas être là, on s'en parle. S'il y a quelque chose, on s'en parle. Si vous voulez partir plus tôt, on s'en parle. Quand la job est faite, je m'en fous que tu ailles sur Facebook puis Instagram puis que tu niaises le restant de la journée. Je suis pas du genre à dire, trouve-toi quelque chose à faire là. Non, c'est correct comme t'as un... Mais si je te demande demain soir de rester jusqu'à 8 heures parce que là, il faut qu'on ait un rush sur quelque chose, mais souvent, les filles étaient contentes de rester... Je dis pas qu'elles étaient contentes, mais c'était jamais dans l'opposition parce que c'était comme, elle nous laisse tout le temps faire à peu près qu'est-ce qu'on veut, tant que la job est fait que... Fait que, je trouve que d'être dans la gentillesse plus que l'autorité, je pense que le modèle d'affaires 9 à 5 militaire de travail qu'on avait avant ne fonctionne peut-être pas, ou en tout cas, avec les nouvelles générations, je trouve qu'ils sont vite à sauter le pas, à aller travailler ailleurs si tu fais ça de toute façon. Donc, c'est plus essayer de trouver des concessions pour que ça marche tant que la job est faite. Ouais, c'est ça. Tant que la job est faite, fais les heures que tu as à faire, tu sais. Mais il y a beaucoup plus de résultats. Puis je le vois avec Ella aussi, tu sais, si... Puis les filles, ils me disaient des fois, parce que si j'avais une fille, mettons qu'on était 4 filles au total, il y en a une qui a fait quelque chose de pas correct, nécessairement, au lieu de juste lui pointer à elle, je faisais un meeting où les 3 étaient là, puis je parlais comme si les 3 l'avaient fait. Fait qu'il y avait pas de pointage de doigt, puis personne savait c'était qui, disons. Puis il y en a une, elle me disait tout le temps après les meetings, elle était comme... J'ai rien fait de mal, mais quand tu nous parles puis tu nous fais tes yeux de « Hey! » Elle était comme... je me sens comme si c'est moi qui le fais, genre. Puis j'étais comme, mais j'ai besoin que vous ayez juste ce petit stress-là, cette petite peur-là aussi. Fait que, tu sais, avec Ella, je suis comme douce, puis à un moment donné, je fais « Hey! » Puis là, après son 2 minutes, elle me regarde, puis je suis comme, bon, mais j'adore ça, puis c'est rendu un running gag, même avec mes chums de filles, quand on joue aux cartes, puis il y en a une qui place pas sa bonne affaire, puis là, je lâche un hey avec mes yeux, puis écoute, on a filmé, puis on s'envoie ça dans nos group messages, là, tu sais, quand il y en a une qui fait quelque chose, on s'envoie un hey! Fait que non, c'est sûr que ça prend quand même, tu peux pas être doux tout le temps, là. Ouais, c'est ça que je pense, tu sais, parce que souvent, je le vois dans parentalité bienveillante, qu'on dirait que c'est 100% bienveillant. Non seulement c'est impossible, mais est-ce que tu set up ton enfant vraiment pour la vraie vie? Puis c'est pareil, comme tu dis avec un employé, c'est la même chose. Ouais. Mais c'est la limite. C'est difficile à trouver. De la peur que là, c'était trop peur. Ouais. Ah, ben là, au moins, il a compris, tu sais. Oui. En tout cas, là, je suis dans l'âge un peu ingrat où elle comprend pas vraiment le non, là. Fait que c'est très challengeant pour ma patience à 15 mois. Non, puis elle te regarde, puis elle fait...
OK. Avec un beau sourire, là, tu fais « Ah, Puis tu dis, elle va pour toucher quelque chose, puis là, tu dis non. Puis là, elle te regarde, puis elle fait un petit rire, puis elle pousse encore plus loin, puis tu fais « Oh my God! Que ça vient travailler ma patience! » Oui, clairement. Tu sais, la mienne a 3 ans et demi, puis je te dirais que c'est encore demain. Là, ça continue longtemps, ça. Oui, mais c'est pas la fille du voisin, hein? Non, c'est ça, exact. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je ris, puis je fais « Ah! » Hier, on posait de la tuile, justement, dans une de mes propriétés, puis à un moment donné, mon ami m'aidait, puis il me dit « Bon, ben, arrête de poser de la tuile. » Moi, je faisais les coupes, puis salir les tuiles, puis lui, il les installait. Puis à un moment donné, je dis « Bon, là, ça va pas assez vite à mon goût, fait que je vais faire tout ça, plus je vais en poser aussi. » Puis là, je commence à en installer, puis là, Manny fait comme « Hey, arrête! » Puis je me suis retournée vers lui. Ma mère était là, puis j'ai fait un regard. Et ma mère et moi, on a arrêté, puis on est partis à rire parce que c'est exactement le regard qu'elle a me fait quand elle me challenge. Ah, ouais. Puis là, j'ai fait « Arc! Ça vient de moi! Ça vient de moi, oui, tout ça! » Fait que j'ai fait... Pourtant, je le fais pas avec elle, mais c'est inné. Oh, oui, ouais, c'est ça. Ben, elle le sent, même si c'est pas nécessairement avec elle, peut-être qu'elle t'a vu faire ça, puis au final... Et là là. Ils sont vite, les petits enfants. Ils sont vite, les petits. Ils sont vite. Mais c'est cute. D'après moi, c'est pour ça hein, qu'ils ont fait cute de même, les enfants. C'est parce que s'ils étaient pas cute puis ils challengeaient de même, là, hein? Une chance qu'on les aime. C'est quoi pour toi? T'en as parlé un peu dans toi avec tes batteries, mais l'équilibre dans la vie, c'est quoi pour toi? Ben, je pense que l'équilibre, c'est de comprendre que tu es responsable de ton bonheur. D'apprécier ce que tu as. Tu sais, les gens, souvent, à un moment donné, j'avais une voisine qui avait un peu moins de sous, tu sais, puis elle chialait souvent parce qu'elle avait pas beaucoup d'argent. Puis, tu sais, je lui disais, écoute, t'as 2 beaux enfants en santé. T'as une maison, t'as une cour, t'as de la nourriture sur la table. Comme, je comprends que tu peux peut-être vouloir plus, tu sais. L'affaire, c'est qu'il va toujours avoir quelqu'un de plus riche que toi, de plus beau que toi, de plus intelligent que toi, de plus fin que toi, qui a un meilleur couple que toi, qui a un enfant plus whatever que toi, que tu sais. À un moment donné, il faut que tu sois grateful pour qu'est-ce que t'as. Puis je pense que moi, dans ma vie, c'est du fait que j'ai pas eu grand-chose quand j'étais jeune qui fait que j'apprécie chaque petite chose, tu sais. Le fait que j'ai tellement voulu avoir un enfant que je l'apprécie. Puis quand je trouve que j'ai besoin de me dépasser, ben je fais mes propres choix. T'es maître de tes choix, t'es maître de ton bonheur. Si tu brises pas de porte, tu iras pas plus loin, tu sais. Fait que si tu chiales que t'es dans ton 9 à 5 puis t'aimerais faire d'autres choses, ben prends-les le risque. Tu sais, si tu prends pas de risque, tu feras jamais rien. À un moment donné, je voulais travailler, comme exemple, en médical. Puis tous les jobs que je regardais, ça disait, ça prend un bac en sciences de la santé puis 4 ans d'expérience en vente connexe. J'ai rien de ça. Moi, j'avais un secondaire 5 puis un diplôme d'agent immobilier puis aucune expérience. Fait que, écoute, j'ai continué d'envoyer des CV par la poste, mais j'envoyais pas le CV, j'envoyais juste la lettre d'intention. Puis un moment donné, le gars m'a rappelé, il m'a dit, qu'est-ce que je comprends pas, il y a pas de CV. Mais j'ai dit, c'est parce que si tu regardes mon CV, tu m'engageras pas. Mais si tu me rencontres, tu vas m'engager. Fait qu'il est parti à rire. Fait que je suis allée me présenter. Puis la journée d'avant, j'ai étudié sa compagnie, tous ses compétiteurs. Je suis arrivée préparée. Puis j'ai dit, écoute, dans 6 mois, ben lui, c'était le directeur des ventes. J'ai dit, dans 6 mois, je vais être directrice des ventes. Puis il part à rire, mais il me dit, t'as du culot? Il dit, moi, je vais être où? Mais je dis, toi, tu vas être vice-président. Puis là, il est parti à rire encore plus. Fait que, tu sais, j'ai dit, écoute, donne-moi la chance. Tu vas voir, je suis quelqu'un qui travaille. J'ai pas peur de travailler. J'ai pas peur de mettre les heures. Puis j'ai pas peur de me planter. De te dire que je me suis pas plantée, ce serait mentir. Tu sais, j'ai fait des bons coups en immobilier. Je connais très bien l'immobilier. Puis je conseille les gens que je connais du mieux que je peux. Mais ça veut pas dire que je me suis pas plantée. J'ai des projets qui ont pas levé. J'ai un projet qui a fait faillite. J'ai eu, tu sais, il y a eu des struggles pareils. Ça a pas toujours été des bons moves, là. Je suis pas ici en disant que j'ai pas eu, non, c'est ça. Puis j'ai pas eu la cuillère en argent dans la bouche en partant. Il a fallu que je me démerde puis que j'apprenne sur le tas puis que je mette le temps puis les heures puis les erreurs. Mais quand je vois une erreur, je vois jamais ça comme une défaite, je vois ça comme un apprentissage. Comme, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différemment? La prochaine fois, je vais faire plus attention à tel point. Mais j'ai appris. Donc, techniquement, c'est pas une erreur. Présentement, le building sur Sainte-Catherine que j'ai acheté, dans les derniers mois, je me suis beaucoup questionnée. Je l'ai mis à vendre. J'ai fait, je pense que c'est un trop gros projet pour qu'est-ce que je suis capable de faire financièrement. Et j'avais l'impression que si ça n'allait pas exactement comme je voulais, j'allais faire faillite. J'ai pas eu les offres que je voulais dessus. Puis pourtant, j'ai quand même bien fait mes chiffres. Je connais la valeur du bâtiment si j'amène le projet à terme.
Fait que j'ai beaucoup parlé de le vendre. J'ai eu des offres qui étaient pas satisfaisantes. J'aurais pu en prendre une puis faire comme, OK, tu sais, ça, c'est un autre, whatever, mais j'ai encore un feu en moi. Fait que j'ai parlé à mon partenaire puis j'étais comme, on va essayer de trouver des solutions. On va aller se faire peut-être financer la construction au lieu d'essayer de l'autofinancer. On va comme changer notre plan, ci pis ça. Puis tu vois, cette semaine, finalement, on est financé pour non seulement le bâtiment, mais la construction. Puis on a pu arranger puis repositionner nos actifs pour que ça fasse du sens, pour qu'on puisse avoir tout ça. Et quelqu'un qui nous avait fait une offre nous est revenu avec l'offre qu'on voulait finalement quand il a su que là, le bail était signé avec le locataire commercial. Puis que, tu sais... Quand le bout dur était fait. Quand le bout dur était fait. Mais c'est pas de dire que les derniers mois, j'ai pas eu de l'anxiété par rapport à ça. J'en ai eu. Tu sais, j'ai appelé ma mère puis j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je fais. Tu sais, je vais peut-être tout perdre. Mais en même temps, si tu risques rien, t'as rien. Donc là, le reward auquel je regarde, l'offre que le gars est venu me faire, je suis même plus intéressée parce que je sais que dans 5 ans, là, je vais être morte de rire. Fait que je suis comme, laisse faire, je suis plus intéressée à vendre, tu sais. Mais c'est, faut savoir prendre les risques, mais tu sais, faut avoir la colonne solide, là, tu sais. Ouais, clairement. Puis, je serais curieux de t'entendre sur, parce que tu sais, ce que tu as dit avec c'était pharmaceutique que tu voulais faire les ventes, là. Ouais. C'est quoi pour toi la différence entre la confiance puis de l'arrogance? C'est la façon que c'est présenté. Je pense que d'abord, confiance en soi, ça peut être mal vu, surtout au Québec. Les gens qui ont confiance en eux sont souvent comme « Ah, c'est bien, elle s'aime bien. Ouais, » Ben, tant mieux. Ben oui, c'est ça. Mais tant mieux. Mon Dieu, ta vie est belle quand tu t'aimes. Il faut que tu l'aimes, ta vie, puis il faut que tu t'aimes. C'est super important. De s'aimer ne veut pas dire que tu n'as pas de défauts. J'ai plein de défauts, là, puis j'essaie de m'améliorer, puis je suis continuellement dans l'apprentissage parce que j'en fais plein des erreurs encore. Mais par exemple, j'apprends de mes erreurs. C'est bien rare que je fais la même erreur 2 fois. L'arrogance, c'est une fine ligne. Moi, j'aime jouer dans l'arrogance d'une façon humoristique. Souvent, je vais dire des choses qui font rire ma famille et mes amis parce qu'ils savent que je me prends pas au sérieux. Wow. Je suis quand même quelqu'un je m'aime beaucoup, mais je suis humble. Mais quand je vais parler, des fois, je vais dire des choses vraiment cocky, mais je vais le dire d'une façon à la Martin Matt pour faire rire, tu sais. Ça, c'est mon type d'arrogance. Est-ce qu'il y a des gens qui se fâchent par rapport à ça? Des fois, oui. Mais c'est leur problème, ultimement. C'est eux qui ont des insécurités que je n'ai pas à gérer. Je pense que tu as le droit d'être drôle si tu gardes un respect pour les autres. Tu sais, puis moi, je suis toujours dans le respect pour les autres. Fait que je vais rire de moi d'une façon arrogante, mais jamais je vais rire des autres ou jamais je vais rabaisser les autres. Ça, c'est une arrogance qui est dégueulasse, que je voudrais pas avoir puis que j'aime pas chez les autres. Je trouve que c'est quelqu'un qui est cocky, c'est pas... L'humilité, c'est une belle qualité, tu sais, mais je pense que je suis capable d'être humble, mais aussi d'être drôle avec une petite pointe d'arrogance, mais c'est jamais fait d'une façon condescendante. Ouais, mais c'est ça, c'est bon ce que tu dis. Je pense que c'est quand ça vient sur toi, ça change rien, entre guillemets. Ouais. Quand tu t'en vas jouer ses autres avec l'arrogance, là, c'est touchy. Mais c'est 100% d'accord avec toi que c'est mal vu ici d'avoir confiance en soi, de l'ambition, être fier. On bâche souvent sur nos entrepreneurs québécois, puis je suis comme, vous devriez être fiers parce qu'on est quand même un petit peuple là, par rapport au reste du monde. On est quand même en arrière sur beaucoup de choses. D'ailleurs, en immobilier, on est vraiment en arrière. Quand il y a quelqu'un qui a du succès, c'est important de les encourager, mais cette espèce de jalousie-là, c'est sûr que c'est difficile à contrôler. J'en vis constamment, j'en vis depuis toujours, mais j'en vis dans ma famille même. Tu sais, j'ai vécu ça de personnes qui étaient dans ma famille. J'ai trouvé ça extrêmement blessant parce que moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis une girl power, tu sais. J'ai mes amis avec Goss et tout. Et je suis toujours, tu sais, les filles m'écrivent sur Instagram, sur Facebook. Je leur réponds toujours, je les rencontre, je fais des conférences pour les femmes. Je donne tous mes trucs. Moi, je veux partager le plus possible. Fait que quand j'ai quelqu'un, surtout que c'est quelqu'un, disons que j'aime, qui est dans mon entourage, où je vais sentir un commentaire qui est envieux ou méchant ou non fondé, je trouve ça très, très, très blessant. Mais depuis que j'ai Ella, j'ai appris à... Ella, ça a été un gros tournant dans ma vie. Je pense que de ma jeunesse, j'ai été un peu people pleaser. Même si j'ai toujours fait à ma tête, j'ai toujours quand même voulu être aimée. Je pense on est tous comme ça. Mais depuis que j'ai eu Ella, j'ai fait non, c'est pas l'exemple de santé mentale que je veux donner à ma fille, d'essayer de plaire aux autres. Je sais que je suis une bonne personne, je sais que je fais du bien, je sais que les gens qui sont dans ma vie, je suis extrêmement loyale et généreuse avec eux. Si t'es dans ma vie puis
t'as de la méchanceté envers moi, j'ai aucun problème à couper les ponts maintenant. Que tu sois de la famille, que tu sois un ami proche, que tu sois quoi que ce soit. Donc, maintenant, les gens qui m'entourent sont, selon moi, tous des bonnes personnes, des gens que je suis fière qu'elles là soient alentour. Puis c'est ça aussi, c'est de fider mon enfant avec des gens qui partagent mes valeurs. Ouais, puis je trouve ça beau ce que tu dis parce que je l'entends, les deux versions des relations toxiques, de soit c'est dans ta famille, t'es pris avec, voilé le moins possible, ou toi, ce que tu dis, c'est que tu peux aussi couper à 100%, puis that's it. C'est ça. Tu sais, au final, mon père, je l'ai sorti de ma vie. J'épargne le reste, mais c'était pas nécessaire. Je suis comme ces gens-là, au final, quand je regarde rétrospectivement, qu'est-ce qui m'apportait dans ma vie? Pas tant que ça. T'sais, alors que moi, je suis toujours prête à donner, à être là, à organiser, à m'occuper des autres, à vouloir aider, à vouloir être dans la vie des autres. Maintenant, je suis rendue à quelque part dans ma vie où si tu fais pas ça n'a pas besoin d'être le même effort. Ça n'a pas besoin d'être le même type de générosité, mais au moins un effort. Puis viens pas, moi, quelqu'un qui est déloyal, qui m'est déloyal ou qui manque de respect, il y aura pas deux chances. Ça, c'est non. Parce que je sais que j'ai souvent plus à te donner ou à t'apporter que moi, je vais en prendre parce que je la mets vraiment à l'aise à prendre. Fait que je me dis, si je suis pour te donner tout ça, puis que t'es pour me backstab ou genre avoir des mauvaises paroles envers moi, mais il y aura pas de deuxième chance. Il y a pas de tu t'excuses. Je serai pas méchante avec toi. Je vais juste t'éloigner, puis on se dira salut quand on se voit, puis ça finit là. Mais j'ai aucune tolérance pour ça. Je trouve que, écoute, tu sais, je suis assez occupée dans la vie que commencer à gérer des relations malsaines, là, c'est de l'énergie mal placée. Là. Ma stabilité émotionnelle, surtout en tant que maman solo, elle est incroyablement importante. Fait que je m'entoure juste de gens qui sont émotionnellement intelligents. Ouais. Je trouve ça vraiment beau ce que tu fais, mais ce que tu dis dans cette optique-là parce que c'est touché le respect, là. Puis là, ça va dans le pardon aussi. Est-ce que tu pardonnes ou est-ce que tu acceptes que l'autre a fait une erreur? Tu sais, ça va dans tout ça, mais au final, comme tu dis, c'est juste d'avoir une relation un peu équitable. Là, c'est ça. Puis c'est pas besoin d'être 100% équitable. Là. C'est pas besoin d'être 50-50, non, tu comprends? C'est ça, mais je suis jamais dans le, comment dire, comme la rancune. Donc, je pardonne puis j'oublie, mais c'est pas vrai. Je recommence. Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est ça l'affaire. Je vais me rappeler que tu as fait ça. Fait que c'est certain qu'il va y avoir une certaine distance qui va être prise. T'sais. Puis dépendamment de la gravité de l'offense, j'ai pas de problème à couper les ponts parce que ma santé mentale puis la santé mentale de ma famille, mon entourage passe avant n'importe qui et n'importe quoi. C'est ça, à la fin de la journée. On est, je sais pas, 8-9 milliards d'habitants sur la planète. Je vais m'en faire d'autres amis. Tu comprends? Je vais du monde en masse. Je vais me la créer, ma propre famille, tu sais. Fait que ma famille pourrait là être un peu disparate. Tu sais, j'ai ma grande fille ado, j'ai ma cousine qui est sa marraine, j'ai ma mère, puis j'ai mes chums de filles. OK, on n'est pas la famille typique, mais elle est vraiment bien entourée, elle est aimée, elle est gâtée. Tu sais, mes amis la gâtent plus que n'importe qui dans ma famille, là. Tu sais, puis ils organisent des petites journées de thé puis des journées piscine pour elle là. Fait que, tu sais, pourquoi je donnerais de l'attention à quelqu'un dans ma famille qui fait rien de ça? Je vais prendre mon temps, mon énergie, le donner à mes amis qui redonnent puis qui s'occupent de moi et de ma fille aussi, tu sais. C'est juste, tu sais, combien de fois tu peux pardonner? Tu sais, où ça vaut la peine d'investir ton énergie à un moment donné, tu sais, quelqu'un qui est pas reconnaissant puis qui fait rien pour toi. C'est ça, au final, il faut que tu sois bien avec cette décision-là. Oui. Après ça, tu sais, j'ai déjà vu une photo, tu avais comme, tu sais, nous, là, la personne, tu vois plein de petits ronds, puis dès que tu enlèves un rond, il y a un nouveau rond qui apparaît. Tu sais, il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle connexion, peu importe c'est quoi. Exact. Comme tu dis, il y a tellement de monde. Tu sais, je disais à ma fille, justement, j'étais comme, tes amis du secondaire, c'est normal qu'ils soient plus tes amis après, puis que vous chicanez, vous avez peut-être pas grandi avec les mêmes intérêts, mais c'est comme ça dans les relations amoureuses aussi, tu sais, on se tape beaucoup dessus parce qu'on dit, dans le temps, nos parents restaient ensemble toute la vie. Oui, c'est super nice, mais est-ce qu'ils étaient heureux? Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup que non. Il y en a d'autres que oui. Que oui, puis tant mieux, puis ça existe encore. Mais je trouve ça beau que maintenant, on apprenne. C'est pas parce que, tu sais, il faut voir, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent, j'ai plein de choix, je vais aller sur Tinder, puis whatever. C'est pas ça dont je parle. Je parle, si t'es plus bien à quelque part, de te respecter et probablement un plus bel exemple pour tes enfants que de rester à quelque part où t'es triste, t'es en dépression, t'es malheureux, peu importe. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est important
ta santé mentale. Oh oui. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je me mets en premier, puis oui, je m'aime, puis c'est correct. C'est cool. mieux comme ça. Il faut s'aimer. Oui, mais quand tu t'aimes, puis tu prends toi en premier, c'est comme les gens te bâchent. Mais sorry, c'est probablement parce que tu voudrais être là toi aussi. Ouais, exactement. Parce que si t'étais là, quand t'es bien dans ta vie, tu t'en fous de qu'est-ce que les autres font. Quand quelqu'un me fait mal, là, ben j'ai mal, puis je pleure un peu, mais je suis pas dans la vengeance ou dans l'envie ou dans la mesquinerie. Je suis comme, OK, bye. Tu sais, je me dis, si tout le monde était comme ça, la vie serait tellement plus belle, en fait. Oui, clairement. Aimez-vous, même. Aimez-vous, puis passez à autre chose quand ça va pas, tu sais. Ouais. Puis, je veux revenir sur... parce que tu parlais tantôt de ton entreprise, là, de Sainte-Catherine devant un gros investissement. Comment tu vois ça, les objectifs? Est-ce que, tu sais, même, je voulais te poser la question avec Ella. Est-ce que pour toi, c'était un objectif que tu dis, faut que j'atteigne d'avoir mon enfant ou d'avoir cette business-là, ou tu laisses un peu te guider, je veux pas dire spirituellement, mais tu sais, te laisser guider par la vie, genre, ben gars, si je m'en vais là puis ça marche, tant mieux. Ben, je suis beaucoup dans le pourquoi pas. Tu sais, une idée me vient, je veux faire quelque chose, c'est sûr que je vais tout faire pour réussir. Comment je dirais ça? Des fois, je suis mauvaise gagnante. Si on joue à des jeux, tu sais, je suis du genre à naguer le monde puis à en rire, mais je suis pas mauvaise perdante, tu sais. Fait que je me fixe des objectifs, puis des fois, c'est des petites affaires, des fois, c'est des grosses affaires, puis je vais tout faire pour que ça arrive. Puis si ça arrive pas, j'ai pas de problème à passer à autre chose, tu sais. Mais c'est comme le record Guinness. Tu sais, j'ai commencé à plonger quand j'étais au Mexique dans des traitements de fertilité. Là-bas, ben, j'ai nagé avec des dauphins, des épaulards, des requins, des ça. Quand je suis revenue, j'ai adoré. J'ai dit, OK, quand je suis arrivée en Floride, j'ai dit, je vais faire mon master diver avec une spécialisation sur les requins. Après ça, sur Instagram, j'ai trouvé une photographe au Bahamas. J'étais allée là-bas. Plus tard, dans le temps, quelqu'un m'envoie le record Guinness. Première fois qu'on me l'envoie, je pars à rire. Deuxième fois, je fais... Bon, c'est un signe. Tu vas l'essayer. Faut que j'aille battre un record Guinness, mais là, ça fait 1 an et demi, j'ai pas plongé. Je viens d'avoir un enfant, mais why not coconut? Fait que je suis très dans le pourquoi pas, tu sais. Ben, c'est ça, le but du record Guinness, c'était pas un but ultime au départ. J'y avais jamais même pensé, là, ça. tu sais. Mais si l'opportunité se présente, moi, je défonce les portes. La porte est ouverte comme ça, je vais la prendre comme ça, je vais y aller, tu sais. Même chose en immobilier, tu sais. Je fais du développement... mais la première fois qu'on m'a proposé un projet de développement, il y avait un projet de 45 millions qui lançait à Griffintown, le premier projet. Puis un fournisseur de plancher que je connais, Jason, me dit il cherche une directrice des ventes. Mais j'étais comme j'ai pas étudié ça à l'école, puis j'ai jamais vendu condo, puis encore moins un condo neuf. Tu sais, fait que peut-être je serais hôtesse là, ou représentante des ventes, mais peut-être pas directrice des ventes. Puis lui il me dit ben non. Et tu as le caractère pour, tu sais. Fait que j'ai pitché pour la job. Puis je me suis vendue, puis j'étais comme, bon, moi, j'ai des propriétés, je fais ci, je fais ça, puis je suis déterminée, puis regarde, je vais faire telle affaire. Puis finalement, je l'ai eu, la job, tu sais, mais souvent, on a peur du rejet, puis on n'a pas assez confiance en nous. Le truc, c'est qu'il me manquait quelques capacités, mais je me suis dit, je suis tellement déterminée que s'ils me donnent cette job-là, je vais leur montrer, je vais leur prouver qu'ils n'ont pas eu tort, que même si je n'étais pas la plus qualifiée, que je vais être la plus travaillante, puis je l'ai fait. Puis le projet d'après, le gars, il m'a dit, aïe, j'ai vu, man, t'as vendu 97 condos à une fin de semaine là-bas. Je t'engage, mais je veux que tu fasses tout le marketing. Je savais pas comment faire de marketing. J'avais aucune idée c'était quoi. Mais j'ai pas dit ça. Je le fais. J'ai dit, je vais m'en occuper. Puis, écoute, je suis allée étudier, je suis allée voir qu'est-ce que mes compétiteurs faisaient. J'ai posé des questions. Je suis allée voir sur YouTube. J'ai parlé à mes oncles, mes tantes qui ont plus d'expérience, à ma mère, à mes amis. Puis je l'ai clenché, son projet, en 4 mois, 180 condos, là, tu sais. À un moment donné, tout ce que je me mets comme défi, je l'accomplis parce que j'y mets toute l'énergie puis le temps puis les ressources que je peux. Puis je pense que c'est ça, les gens se font pas assez confiance puis ont peur de tomber. Mais moi, je suis comme, c'est bon, je me plante, qu'est-ce qui va arriver? Ça va me faire mal, puis je vais y penser, mais dans 2 mois plus tard, il va y avoir d'autres choses. Puis on va se reprendre, puis je vais prendre mon apprentissage que j'ai eu là, je vais l'appliquer ici pour pas fail cette fois-là, tu sais. Fait que ouais, puis je pense plus t'en fais, plus tu bâtis cette confiance-là, qu'à chaque fois, oui, tu vas en rater un de temps en temps, mais t'en as beaucoup aussi. Fait que celui-là, c'est sûr, je l'ai, puis c'est ça, c'est ton effort que tu mets. Ouais. Puis tu sais, les enfants, quand ils m'ont dit t'en auras pas, OK, ben je suis allée faire, puis évidemment, ça marchait pas. 1 fois, ça marchait pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Oups, tombe malade. 7 fois, ça marche pas. Les mondes me disaient, tu vas pogner le cancer à t'injecter autant d'hormones, là. Puis genre, arrête, là, t'es rendu à 110 livres, t'es verte, là. Puis j'étais comme, mais tant que je peux me le permettre, physiquement, monétairement, mentalement, ben je vais continuer.
Comme ça, je vais me dire, je suis allée jusqu'au bout de tout ce que je pouvais faire et j'ai pas eu d'enfant. Et là, j'adopterai. Pour pas avoir tes regrets, de dire j'aurais je veux pas pu de regrets. en faire plus. Oui, puis tu sais, j'ai eu d'autres amis qui sont passés par le parcours d'infertilité que j'aide et que je coach, mais ils arrêtent pendant 6 mois, 1 an. Là, ils sont rendus dans la quarantaine. Je suis comme... Les filles, on a une horloge biologique, c'est plate, mais... Oui, pas comme un homme. Là, non, c'est ça. Il va falloir que tu te commettes au processus, même si c'est douloureux, même si c'est long, même si c'est difficile. Il faut que tu te commettes puis que tu le fasses à fond. Il faut que tu sois à fond là-dedans. Là. Sinon, c'est sûr, ça fonctionnera pas. Fait que les gens ont tendance à lâcher. Oui, c'est sûr que moi, la première fois que j'ai fait un cycle de FIV, je me disais, bon, ben, dans 3 mois, je suis enceinte. Ouais, ça marche. J'ai pogné un mur, là, tu sais, mais j'ai pas lâché pour autant. Ouais. Fait que je pense que quand je veux quelque chose, je fais tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Je trouve ça le fun ce que tu dis parce que souvent on entend qu'il ne faut pas de plan B. Mais on dirait que toi, tu l'as pareil. Là. Ouais. Au pire, je adopterai. Tu sais. Au pire, j'adopterai, mais puis au pire, j'aurai pas d'enfant. J'avais un plan C, là, puis je me disais, ça sera des petits animaux, tu sais, avec ma fondation. Je trippe, moi, avoir des petits ratons puis des renards, puis m'occuper de n'importe quel animal. Je pense une pression de dire, je peux faire autre chose, même si ma détermination est sur plan A, il y a quand même d'autres choses de Parce qu'à un moment donné, chaque problème, quand un problème vient, je suis jamais dans la plainte. Je suis jamais comme, oh my God, je suis infertile. Oh my God, ça n'a pas marché. Moi, je suis toujours dans le, OK, est-ce qu'il y a une solution? C'est A, B, C. A, est-ce qu'il y a une solution? Si oui, applique-la. Okay. B, y a-t-il une solution, mais tu sais pas, mais tu penses qu'il y en a une? Demande de l'aide. Puis si ça marche pas, C, là, si c'est C, il n'y en a pas de solution, ben passe à autre chose. Passe à autre chose. Fait que tu m'entendras jamais dire, oh my God, il pleut dehors. Ben voyons. T'habites ici depuis forever. Il neige dehors. OK, c'est parce que ça fait 38 ans t'habites ici, là. Comme un année, tu le sais. Tu sais, habille-toi en conséquence, conduis en conséquence, puis tu continues ta vie, là, tu sais. Fait que pour moi, pour vraiment que quelque chose vienne m'affecter, il faut que ce soit quelque chose de gros, puis il faut vraiment que j'aille passer par mon ABC. Mais juste de passer par mon ABC fait que tout se règle automatiquement, que ce soit par passer à autre chose ou régler le problème, tu sais. Ouais. C'est sûr, je te dirais B, demander de l'aide, c'est ce que j'ai un petit peu plus de misère. J'essaie de tout faire moi-même, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui, dans mon entourage proche, qui lisent à travers ça puis qui viennent s'offrir de toute façon. Ouais. Fait que... Puis qu'est-ce que tu penses que ça te prendrait que tu sois capable de demander plus de l'aide? C'est juste que je me sens redevante. Après, puis il y a aussi le fait que j'aime être autonome puis faire plein de choses moi-même, mais tu sais, je te donne un exemple. Je parlais de relation avec une amie l'autre jour, puis je disais... Est-ce que c'est le temps en ce moment d'être dans une relation pour moi? Si j'étais en relation en ce moment, je prendrais plus que je donnerais. For sure. Parce que pour l'instant, ma priorité, c'est ma fille, mon travail, mes choses, ma maison et tout. Puis ça me rendrait pas la personne que moi, je veux être en relation. Fait que est-ce que je prendrais la chance de ruiner quelqu'un envers qui je vois beaucoup de potentiel alors que je pourrais pas lui donner mon entièreté? J'aime mieux dire à cette personne-là, on attendra au bon moment, que de ruiner ma chance avec toi pour juste prendre et pas te donner et que tu vois pas la personne ou le potentiel que je peux être en relation, tu sais. Fait que j'ai une belle, je pense, conscience de mes habiletés. J'ai un respect des sentiments des autres aussi. Je pense qu'encore là, on revient à l'intelligence émotionnelle. Donc, je prends les décisions. J'essaie d'être le plus consciente possible des sentiments des autres quand je prends des décisions, tous ceux qui sont dans ma vie. Donc, demander de l'aide, c'est toujours, dans ma tête, il y a toujours un processus de qu'est-ce que cette personne-là traverse en ce moment? Est-ce qu'elle a ses propres challenges? Est-ce qu'elle a besoin de mon support à la place? Est-ce que physiquement elle est fatiguée? Est-ce que Fait que c'est pour ça que j'essaie de me débrouiller le plus possible, mais ça fait que tout le monde me demande moi de l'aide parce que j'ai de l'air de jamais en avoir besoin. Mais tu sais, d'un sens, toi, quand tu donnes, tu sens pas que t'es redevante à l'autre personne? Non. Puis l'autre personne, si elle t'aide pis elle est pas capable de dire non, elle a son problème à elle aussi. Peut-être. Mais tu sais, rendu là, c'est son problème. Oui, c'est ça. Mais non, je sais pas. Écoute, mais je sais, c'est dur. J'ai comme l'image de la femme forte, puis je pense que les gens me voient tellement comme une femme forte que les gens pensent pas que j'ai besoin d'aide, tu sais. Mais ça serait te mentir, te dire que de temps en temps, j'aurais pas envie d'être dans mon énergie plus féminine, puis de juste avoir quelqu'un qui me prend dans ses bras pour quelques heures même. Puis juste que j'aille pas à stresser par rapport à l'argent, la maison, le ménage, le bébé, le ci, le ça, toutes les mises d'affaires. Tu sais, ça serait le fun de des fois avoir un lâcher-prise, mais
mais je ne vis pas dans l'anxiété par rapport à ça, ni dans l'attente des autres. Je suis quand même très, très bien dans tous les choix que j'ai faits dans ma vie, puis je pense que c'est ça l'important. Là. Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas être 100% un mix de masculin-féminin Exact. à 50-50, c'est impossible. Exact. C'est sûr que t'as un plus que l'autre. Fait Exact. que je pense que c'est pareil dans donner-recevoir. Avoir le mix juste de je suis autant capable de recevoir que de donner. Ouais. Et personne n'est dans cet équilibre parfait-là. Exact. Fait que, ben merci Kim. Hey, ça T'aurais-tu fait un plaisir. petit mot de la fin pour tous ceux qui nous écoutent? Mais donc, voir l'espace tonique, c'est un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu. Pour relaxer. À plug ça au max. Non, mais on avait découvert l'espace avec mon amie Martine Sédiotte lors de son lancement. Puis j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'avais pas eu le mémo que c'était en forêt. Fait que je suis arrivée ici en talons hauts et en robe blanche. Yes! Hein? C'était parfait. C'était, aujourd'hui, j'ai mis des pantalons. Oui, Hein? tu t'es adapté. J'ai des talons hauts, mais c'est des bottes, OK? C'est ça. Ouais. Fait que, non, c'est bien drôle. C'est magnifique ton endroit. Bravo pour tout qu'est-ce que tu fais. Bravo pour ton podcast. Je trouve ça le fun de mettre en lumière des choses positives aussi. Ouais, mais c'est ça le but un peu aussi, tu sais. D'ailleurs, écrivez-nous en commentaire, c'est quoi qui a résonné avec vous autres dans tout ce que t'as dit, qu'on a parlé. Je suis sûr qu'il y a plein de belles choses que les gens vont partir avec ça. Fait que merci Kim. Puis juste avant de finir, je vais te donner mon cadeau de lettres bienveillantes. Oh, c'est bien fait cute. que c'est des petites lettres que je distribue un peu partout à des inconnus, que ce soit à l'épicerie, sur un parc, je laisse ça un peu partout. Puis dans cette lettre-là, ça dit qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu, puis qu'on y offre un beau cadeau. Puis c'est que de vivre ce moment présent-là, d'être dans la gratitude, de dire merci à la personne qui a pensé à moi, même si on se connaît pas. Puis moi, j'ajoute un petit mot, que ce soit un podcast, une chanson, une citation à la personne qui va ouvrir cette lettre-là. Fait que là, je peux distribuer ça à des inconnus? T'en as 5, faut que tu distribues ça à des inconnus partout où ce que tu veux. Puis, est-ce que je distribue ça aussi? Comment ça fonctionne? Ça, c'est des citations, dans le fond, déjà préfaites. Fait que je donne la lettre avec... Ouais, avec ça. Puis moi, en plus, je rajoute un petit mot supplémentaire juste pour le fun. Quelle belle idée! Merci! C'est de faire la différence. J'adore un petit geste à la fois. J'adore tu parlais ça. de bienveillance tantôt, mais ça en est. On a 1800 lettres de distribuer jusqu'à ce moment. Puis tous les profits vont à Opération Enfant Soleil. Ah! Bravo! Fait que, quelle belle idée! C'est sûr que ça fait la journée de quelqu'un. C'est drôle, c'est niaiseux, mais des petits gestes. On était dans l'ascenseur hier, puis une madame... Elle a regardé la madame, elle a fait un salut, puis la madame, elle avait reçu un bouquet de fleurs, elle l'a donné à Ella, puis j'étais comme... Oh, c'est cute! C'est cute. Malheureusement, ça a duré 2 secondes avant qu'elle déchire en 1000 morceaux. Mais c'était cute. Mais l'intention était belle. Ça l'a fait notre journée pareil, tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est ça le but. C'est un mini-geste qui fait une grande différence. Hey, merci beaucoup. Fait que merci, Kim. Où est-ce qu'on peut te suivre? Instagram, Facebook, Kim Bruno. Ouais. C'est simple de même. C'est ça. C'est simple de même. Merci, Kim. Salut, bonne journée à tout le monde. Ciao.